Salut tennis et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir la tactique dynamique, c'est-à-dire sur l'enchaînement de plusieurs coups. On a déjà vu la tactique statique sur un coup, mais là voilà, on va voir l'enchaînement. Juste avant, je rappelle que si les vidéos te plaisent, je peux envoyer un document gratuit avec 24 fiches sur la tactique au tennis. Pour ça, c'est très simple, il faut me donner le mail dans le lien qui s'affiche dans la description et j'enverrai le 25 décembre en guise de cadeau de Noël pour me remercier de m'avoir suivi lors de ces vidéos, le document avec les 24 fiches sur la tactique. Donc n'hésite pas, c'est parti. Alors la tactique dynamique, il y a beaucoup de choses à dire. La vidéo risque d'être très longue, donc du coup je vais essayer d'aller le plus rapidement possible. Donc n'hésite pas si tu penses que je vais trop vite ou si tu n'as pas compris quelque chose à me mettre un commentaire pour me poser la question. Et bien sûr, je vais oublier des tactiques parce qu'il y en a trop. Donc n'hésite pas si j'ai oublié à le mettre dans les commentaires. Tactique au service ultra rapidement parce qu'on l'a déjà vu dans la tactique statique, ça reprend un peu. Soit on cherche l'ace, donc en un coup, soit au contraire on va faire une première, deuxième ou en tout cas à gêner l'adversaire dans le but d'obtenir une balle courte et d'attaquer. Donc on peut soit s'ouvrir le terrain, jouer à l'extérieur, comme ça on joue ensuite de l'autre côté. On peut aussi jouer fort au centre pour obtenir une balle courte et attaquer sur le point faible. Donc il y a ce qu'on appelle une construction. Donc voilà, il y a le tennis ace et il y a le tennis pourcentage où on essaie vraiment de grappiller le maximum de points. On s'attaque surtout au fond de court, c'est le plus important, c'est le plus riche. Il y a plein de tactiques à utiliser. Donc évidemment, il y a je joue tout le temps sur le point faible. Est-ce que c'est de la stratégie de la tactique? Là, on est un peu entre les deux, mais voilà, on joue tout le temps sur le point faible quoi qu'il arrive. Il y a la tactique gauche-droite, on fait courir l'adversaire. Donc ça s'appelle la technique de l'essuie-glace. Évidemment, si l'adversaire est lent ou si au contraire il est très rapide, un extrême, on utilise les contre-pieds, donc ça marche très bien. Ça marche également sur les surfaces où on glisse, terre battue, gazon synthétique, etc. Et plus on joue court, plus l'autre va pouvoir attaquer, dominer, être libre et nous on va être en défense et on va restreindre nos choix. Donc longueur de balle, hyper importante, soit par la puissance pure, le plat à 10 000 à l'heure, c'est toujours efficace. L'autre, soit il est obligé de jouer très loin, soit il est obligé de contrer. Et donc s'il est fort en contre, ça va. Mais voilà, et tout le monde n'est pas fort en contre. En plus, selon les surfaces, des fois terre battue, il y a des fois rebonds, des fois dur, le temps de s'habituer à la surface, c'est pas toujours évident de prendre très tôt et de contrer. Donc c'est une tactique très efficace. Évidemment, pour les défenseurs, il y a le lift, bien sûr. On lift très long, très bombé, ça va repousser l'adversaire. Et pareil, le lift, c'est très difficile de prendre tôt. Donc en général, soit on prend un risque à contrer prendre tôt, ou soit on est obligé de reculer. S'il n'y a pas la place parce qu'on est monstrueux en lift, on est obligé de les prendre hautes. Et voilà, et du coup, en général, on a une balle courte et on peut attaquer. Évidemment, il y a les coupés. Donc les coupés, c'est soit en défense pour ralentir le jeu, pour vraiment allonger le temps de jeu. Ça peut être, alors moi j'adore ça, c'est un chop très rasant sur le coup droit parce qu'en général les gens ont du mal à la remonter en coup droit et on a envie d'attaquer, il y a beaucoup de fautes directes. Attention, il faut se méfier de l'adversaire parce que si le mec a un coup monstrueux, on peut se faire contrer, voilà, c'est le risque, donc attention à ça. Il y a très peu utilisé de l'ère moderne, mais Federer le fait de temps en temps, le slice très court où justement on fait avancer l'autre, le jeu avant-arrière est très peu utilisé dans l'ère moderne et moi je trouve que pourtant c'est capital, il faut faire avancer l'adversaire, ensuite il est dans le terrain, hop, on joue long, le mec recule, on le fait avancer. Et on est très peu habitué à ce déplacement avant-arrière, il y a beaucoup de gens qui ont ce point faible, donc je trouve que c'est très intéressant. Bien sûr, il y a les amortis. Alors les amortis à utiliser au maximum sur terre battue, on voit avec Hugo Gaston qui en abuse. Si on est monstrueux, pourquoi pas. Sinon, en général, ça reste un coup d'attaque, c'est plutôt quand on est dans le terrain. Plus on est en arrière, plus c'est compliqué quand même, c'est plutôt un refus d'échange et de défense plutôt qu'autre chose. Donc voilà, on essaie de le faire plutôt en attaque. On peut jouer également avec le vent, bien sûr. J'en parlais dans une autre vidéo, donc j'essaie de pas trop m'attarder là-dessus. Attention au niveau, mais à notre niveau, faire des balles molles au milieu, ça marche souvent finalement. On se dit que c'est pas une bonne solution et pourtant les adversaires ont beaucoup de mal, nous y compris, on a beaucoup de mal à attaquer. Donc soit vous faites des balles molles avec des petites coupées de merde, comme je les appelle, ou soit vous faites des grosses chandelles à 2 à l'heure, et patati, et patata, et du coup vous endormez l'autre, etc. Vous anesthésiez l'autre avec votre jeu mou. Ça peut être très efficace. Attention, bien sûr, plus le niveau s'augmente, et si vous jouez quelqu'un qui sait bien attaquer, du coup il faut changer de tactique. Il y a la tactique du contre, on prend pas de risque, on est hyper juste tactiquement, on a une balle courte, on attaque longue ligne, on est en défense, on contre, croisé, voilà. Restez hyper simple dans les schémas tactiques. Bien sûr, varier, donc la variation, on peut utiliser tout ce que j'ai
j'ai dit, mais en variant. Hein. Un coup, on utilise une chope, un coup, on utilise du lift, un coup, on utilise le plat. Il y a la rupture de rythme, donc qui est très important. Rupture de rythme, ça peut être au niveau de la puissance. Je joue mou, tout d'un coup, je joue fort. Ça peut être au niveau des effets. Je joue lifté, tout d'un coup, je joue coupé. Ça peut être au niveau de la prise de balle tôt. Je prends tard, je donne du temps à l'adversaire. Tout d'un coup, je prends tôt. Le mec est complètement surpris. On n'en parle jamais, je trouve ça capital. Les temps de jeu, c'est-à-dire que est-ce que l'échange dure longtemps, est-ce que l'échange joue court. On le sait intuitivement, mais c'est jamais travaillé, je veux dire consciemment, tactiquement. Je veux jouer court, quoi qu'il arrive. Donc même si je suis en défense, je vais quand même tenter quelque chose, même s'il y a des fautes. Je préfère faire des fautes, mais avoir un temps de jeu court. C'est ce que je pense que Federer devrait faire face à Nadal. Plutôt que de le mettre dans un rythme lent, eh bien, il faudrait essayer de raccourcir le temps parce que le mec n'a pas le temps de se régler. Donc moi, je préfère faire des fautes, mais le mec n'a pas le temps de se régler. Plutôt que de rentrer dans son jeu et de faire de la diagonale et de faire de la défense, etc. Donc c'est pour ça que des fois aussi, il y a des gens créatifs qui font que des amortis un peu tout le temps, qui cassent le rythme un peu, entre guillemets, pour que l'autre n'ait pas le temps de se régler. Donc ça, c'est le temps de court jeu. Le temps de jeu court. Et à l'autre extrême, bien sûr, il y a le temps de jeu lent. Hein. Ça, c'est plutôt les défenseurs, ceux qui ont un gros physique, ceux qui sont très endurants. Donc voilà, il y a l'opposé, hein, les endurants et ceux qui frappent fort. Il y a psychologiquement ceux qui ne veulent pas faire de fautes, ceux qui veulent dominer l'adversaire. Donc il y a des facteurs psychologiques, physiques qui rentrent en compte. Mais voilà, le temps de jeu est très important. Et bien sûr, nous, on est en général à l'intermédiaire entre ces deux. J'ai plutôt court. Moi, c'est plutôt 3 coups de raquette. Plutôt 5 coups de raquette parce que j'aime bien dominer quand même. Moi, c'est plutôt long. Je suis plutôt à 10 coups de raquette. Et moi, je suis très très long. Si je peux faire 15, 20, 30 coups de raquette, alors là, je suis dans mon élément complètement. Je peux jouer 4 heures, il n'y a aucun souci. Donc voilà, à vous de régler, mais d'être conscient et d'essayer de le tenir. Bon voilà pour le fond de cours, j'ai dit tout ce qui me passait par la tête. Si j'en ai oublié, mettez-le moi dans les commentaires s'il vous plaît. Pour la montée au filet, si vous n'êtes pas très bon au filet, il faut mieux jouer en étant beaucoup dans le terrain parce que vous allez monter du coup plus vite. Plus vous montez loin, plus vous prenez un risque. Mais si vous êtes très confiant à la volée, vous pouvez jouer un peu au bluff, monter en chaussettes comme ça s'appelle ou en short. Donc du coup vous pouvez monter de loin. Mais voilà, en gros plus vous êtes dans le terrain, mieux c'est pour pouvoir monter au filet. Donc il y a la prise de balle tôt qui est très importante, il y a la prise de décision, il y a le temps de réaction qui est hyper important pour monter au filet. Donc tout ça c'est un facteur à prendre en compte pour monter au filet. Donc on monte en puissance, c'est souvent le cas. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé au service, mais il y a le service volé. Donc on monte directement après la première balle ou même dès la deuxième, enfin après la deuxième balle je veux dire, on monte directement service volé. Ça demande souvent un bon service. Donc soit vous frappez très fort, pareil en débordement, ou soit, moi c'est ce que je fais, vous faites du kick pour avoir le temps de monter. Donc ça paraît un peu contre-intuitif, mais pourtant ça nous donne du temps de monter et on est plus proche du filet et c'est beaucoup plus facile. Donc soit en puissance pour déborder et avoir une volée facile, ou soit une première, deuxième entre guillemets pour se donner du temps pour monter. Il y a la montée en 2 temps, j'attaque un gros service. L'objectif c'est d'attaquer avec mon point fort dès la deuxième frappe et ensuite de monter. Donc ça c'est la montée en 2 temps. Voilà pour les montées au filet principales. Évidemment, on peut monter au filet derrière une amortie, c'est toujours intéressant. Si l'autre est au filet, quand il nous a fait une amortie, on peut lober, c'est le mieux. Si on est un peu en retard, on fait ce qu'on peut, court croisé ou long de ligne. Voilà pour la montée au filet. Ah oui, le chip and charge, évidemment, on chip à fond, comme ça la balle ne rebondit pas, l'autre a beaucoup de mal à la remonter. C'est très difficile de sortir un passing, donc une balle ultra fusante et on monte juste derrière, ça s'appelle le chip and charge. Voilà, pour les passings. Il n'y a pas vraiment de tactique dynamique, hein. C'est plutôt une tactique sur un coup, hein, je pense. Soit on tente le passing long de ligne, soit on tente le passing court croisé, soit on tente le passing au corps très fort, soit on tente le lob. Ah oui, si, du coup, en 2 temps. C'est-à-dire que l'autre monte. En général, qu'est-ce qu'on fait? On fait un passing dans les pieds, comme ça l'autre a beaucoup de mal à la remonter et on peut ensuite claquer le passing. Ça s'appelle le passer en 2 temps. Donc voilà, c'est très efficace. C'est ce qui est recommandé par à peu près tout le monde. Si le mec monte très vite, tant pis, on tente le lob. Si on peut passer sur les côtés, on tente un passing direct. À part le passing en 2 temps, c'est rare qu'il y ait une construction au niveau du passing quand même. Le passing, c'est mieux de le faire en lift parce que la balle va plonger, ça va être beaucoup plus difficile. Pourquoi pas des fois une